Ainsi vient le temps des cerveaux électroniques. La technique des calculatrices, des machines qui informent, enseignent, se communiquent, résolvent les problèmes les plus complexes à la vitesse de la lumière. Ces cerveaux, quelles seront leurs limites? Ici, la voix de l'IBM, 7772. Et vous ne trouvez pas que ça fait un peu peur? Après tout, pourquoi aurait-on plus peur des ordinateurs que de l'énergie atomique? Ce sont des œuvres de l'homme, utilisées par l'homme, et il dépend de l'homme de les utiliser pour son bien ou pour son mal. One Taiwan company to replace workers with 1 million robots. Robots are coming to Foxconn. And most of the iPhones, iPads, and so forth are assembled by Foxconn. 1 million. That's a large number. That's a large number, and they don't get tired. They don't demand better working conditions, and for Foxconn, they don't create a public relations headache by committing suicide. Now, and I want to know, who are the companies that are going to be supplying these robots? Seems like a huge opportunity. Absolutely. A lot of those companies are in the United States. A lot of those companies are... maybe we'll create jobs, actually. Out of What? this. What? Jobs Yeah. here in the US? Well, we certainly need them. Virtuel et numérique, un nouveau monde s'est mis en marche il y a moins de 15 ans, presque une éternité. Petit à petit, nous avons laissé entrer les machines dans nos vies, au travail, dans nos loisirs, partout. Nous les avons adoptées parce qu'elles nous rendent service, sans cesse plus rapides, miniaturisées, intelligentes. Jusqu'où laisserons-nous encore aller nos machines? Sans même nous en rendre compte, nous vivons désormais dans un monde peuplé d'écrans auquel nous faisons face la plupart du temps. Et nous ne réalisons pas ce que ces machines numériques changent en nous profondément. Quels besoins viennent-elles satisfaire au point de devenir chaque jour un peu plus indispensables à nos vies? La gare de Grand Central représente le summum d'une culture basée sur le temps, sur l'horloge. On peut considérer l'histoire humaine comme l'évolution de la relation au temps. L'invention de l'horloge à la Renaissance a permis l'émergence de l'âge industriel et d'une culture basée sur les horaires et la productivité. Et ce lieu incarne ça parfaitement. Mais maintenant, nous sommes en train de passer de cette culture du temps à celle de l'ordinateur. Or, la logique informatique est en dehors du temps. On est donc passé de la logique des horaires à celle des programmes. Nous utilisons les outils technologiques sans savoir à quoi ils servent. La logique des programmes dans notre vie, nos courriers électroniques, notre BlackBerry, notre iPhone, vont devenir de plus en plus addictifs pour que nous ayons de plus en plus envie de les utiliser. Quand on regarde ces emails, ils ne sont pas tous intéressants. Il n'y en a qu'un sur 10 ou seulement un sur 30 qu'il sera. Celui qui délivre une récompense, la dose de sérotonine, un mot sympa d'une copine ou de l'argent qu'on n'attendait pas, un petit moment de bonheur. Et ces mails arrivent à intervalles parfaits pour qu'on devienne accro. Donc on vérifie tout le temps. On garde l'objet en mode vibreur à portée de main, rapidement accessible.
dans un monde où on est en fait tous déconnectés les uns des autres, physiquement et émotionnellement. Le malaise, on l'éprouve pas forcément devant une machine, on l'éprouve souvent devant le sentiment de dispersion. En disant ah, j'ai plus le temps de rien, ah, je peux pas me concentrer longtemps. On constate qu'on n'arrête pas de quantifier ce qu'on fait. On constate que ça nous rend malheureux, on constate que ça nous rend aveugles, mais il n'est pas si évident d'arrêter. Notre interaction permanente avec la technologie cache une forme d'addiction au calcul, une forme d'addiction aux chiffres, comme si on devenait ces données numériques et qu'on n'était pas finalement autre chose que ça. Un sixième continent, virtuel et numérique, existe donc désormais parallèlement à notre monde physique. Et les outils électroniques nous permettent d'y accéder où que nous soyons. Mais cette interaction de plus en plus permanente et compulsive avec nos machines sera-t-elle sans aucune conséquence sur la réalité de nos vies? Hello, Stephen. I hope you are well. This interview won't take long. Here we go. You constantly seek money and power. Not really. You accept rules and regulations without complaint and never deliberately break them. To a large extent, yes. And sales, the law of the jungle prevails. You take fellow salespersons as competitors in a competitive world. No. You welcome criticism and accept your weaknesses. Yes. You believe people are more important than profits and policies. To a large extent, yes. You still believe that selling does not have anything to do with aggressiveness. Not really. Success and progress is the ultimate goal. Don't know. You believe there is room for everybody. Yes. Here is the last question. You welcome criticism from your boss and do not hesitate to give your point of view. Yes. Thanks for your time. Do I get the job? Your strengths would be great in customer service. You can be a very good peer. Excellent. Sounds pretty accurate. That's right. Yeah. Le robot enregistre les réponses verbales et en plus, il capte les réponses émotionnelles, comme on peut voir sur cet écran ici. Ce qu'on cherche à déterminer, ce sont les changements par rapport aux traits du visage. Par exemple, vous voyez ici, il y a une pointe négative en réponse à la question « Croyez-vous que le patron a un travail difficile et a besoin de soutien ?» Et Mathilda est très forte pour identifier même les infimes changements d'expression sur nos visages. Si nous fronçons les sourcils ou si on sourit, alors qu'un œil normal ne remarquerait même pas de si minuscules changements. Nous pouvons donc faire une évaluation précise, une comparaison du profil émotionnel de Stephen par rapport à celui de l'équipe de travail dans laquelle il devra s'intégrer. Nous allons pouvoir changer fondamentalement la façon dont les employeurs vont traiter les données des employés afin d'améliorer la qualité de la prise de décision pour l'embauche de personnel commercial, comme dans cet exemple. Nous sommes en train de vivre une mutation prodigieuse, comme il s'en produit sans doute tous les 1000 ans ou tous les 2000 ans. Nous voyons tous que le monde dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous avons été élevés, dans lequel nous sommes devenus citoyens, dans lequel nous avons commencé à travailler, que ce vieux monde est en train de disparaître avec ses repères, avec ses certitudes, avec ses valeurs. Et nous entrons dans un nouveau monde qui, pour une bonne part, n'a pas encore été pensé. Donc nous faisons l'expérience de l'impensé. Je veux dire par là que depuis une vingtaine d'années, les progrès technologiques ont été plus vite que la pensée.
Aujourd'hui, la technologie augmente considérablement les capacités de l'être humain. Ici, nous créons des systèmes robotiques portatifs pour améliorer les êtres humains sur le plan physique. Dans le laboratoire que je dirige au MIT, nous développons la science des systèmes intégrés humains-machines. Nous fabriquons des pieds, des chevilles, des genoux, des hanches. Après de multiples essais, nous parvenons à créer des systèmes qui peuvent imiter parfaitement la plupart des mouvements biologiques naturels. En 1982, j'ai eu un tragique accident de montagne et mes 2 jambes ont été amputées juste en dessous du genou à cause des dommages causés au tissu par le gel. J'étais donc motivé naturellement pour développer des prothèses. Ce que vous voyez ici est une prothèse bionique. Le mécanisme contient un coordinateur intégré, des microprocesseurs et 12 capteurs. À l'intérieur, un dispositif qui imite le muscle et le tendon actionneur. Quand je monte un escalier, j'ai plus de puissance musculaire. Et quand je descends, ça amortit. Le système s'adapte assez bien à tous les terrains. Je dirige aussi une société qui s'appelle iWalk. Sa mission est de commercialiser nos prothèses pour qu'elles puissent être utilisées à travers le monde. I lost my leg in Baghdad, Iraq. I was a staff sergeant. I'm Justin, and I walk. Avec les guerres en Irak et en Afghanistan, à cause du nombre de soldats qui reviennent blessés, il y a maintenant quantité de fonds du gouvernement disponibles pour les recherches sur les prothèses. Au cours de la prochaine décennie, on va voir apparaître des interfaces extrêmes avec le corps humain. Comme par exemple de minuscules dispositifs électroniques implantés dans le corps qui pourront se connecter directement au système nerveux. Ces dernières années, de nouvelles disciplines se sont développées et contribuent à l'évolution des prothèses. La robotique, l'ingénierie des tissus, des machines capables d'apprendre. Et nous allons pouvoir les intégrer pour faire naître l'âge de la bionique. Pour nous soigner, nous réparer, nous avons depuis longtemps déjà laissé les machines s'immiscer dans nos corps, et jusqu'à fusionner aujourd'hui avec nos organes et nos sens. Nous serions donc sur le point dans une ère bionique, faisant naître un nouveau genre humain, mi-homme, mi-machine, les cyborgs. Mais pour quel changement ?